Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Théma Culture, l'émission hebdomadaire sur l'actualité culturelle locale mêlant exposition, lecture, spectacle vivant et cinéma. Voici le sommaire de ce premier numéro. Aux animaux la guerre, c'est le titre du livre dont nous allons parler aujourd'hui, un roman de Nicolas Mathieu, auteur de 38 ans, né à Épinal. Dans la rubrique cinéma, nous découvrirons cette semaine Demain, un film qui fait du bien en parlant de l'avenir de notre planète. Et en sortie nationale, je vous présenterai le film Chocolat avec Omar Sy qui sort le 3 février prochain. Je vous parlerai ensuite d'un concert plutôt original qui s'est passé il y a quelques jours à l'espace Georges Sadoul. Et puis dans l'interview cette semaine, notre invité est peintre, photographe, graphiste, disons plutôt artiste ou créateur. C'est Julien Cuny que nous recevrons à la fin de cette émission. Nicolas Mathieu est né en 1978 à Épinal, après avoir réalisé un mémoire universitaire de maîtrise en art du spectacle à l'université de Metz. Il devient journaliste pour un site d'information en ligne. En 2014, son premier roman, Aux animaux la guerre, remporte le prix Erckmann-Chatrian et en 2015, le prix Mystère de la critique et le prix du roman du Festival du Goéland masqué. C'est ce roman que je vous présente aujourd'hui, voici l'histoire. Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout. Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira pas en colo cet été, un ou deux reportages au 19-20 régional et puis basta. Sauf que les usines sont pleines de types dangereux qui n'ont plus rien à perdre. Comme Martel, le syndicaliste qui planque ses tatouages, ou Bruce, le bodybuilder sous stéroïdes. Des types qui ont du temps et la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau temps entre Épinal et Nancy. Une fille, un Colt, 45, la neige, à partir de là, tout s'enchaîne. Aux animaux la guerre, c'est le roman noir du déclassement, des petits blancs qui savent désormais que leurs mômes ne feront pas mieux et qui vomissent d'un même mouvement les patrons, les arabes, les riches, les assistés, la terre entière. C'est l'histoire d'un monde qui finit avec une fille, un Colt, 45, la neige. Un titre étrange derrière lequel se profilent des femmes, des hommes, des petites gens, des gens d'en bas comme on dit, qui vivent et survivent, chacun à leur manière. Martel pioche dans la caisse du comité d'entreprise, Rita sanctionne les patrons voyous, Victoria se prostitue, Bruce glandouille, les frères Bambarek magouillent. Aux animaux la guerre est un roman écrit sous forme de destins qui vont se croiser, plus ou moins, dans une petite ville des Vosges déclassée, oubliée, trop petite, trop loin des grandes routes. Un magnifique roman noir servi par une plume efficace et des personnages bien travaillés. Malgré la noirceur du sujet, il y a des petites traces d'humanité et d'espérance dans ce roman. Aux animaux la guerre est paru chez Actes Sud, collection Actes Noir, le 5 mars 2014. Il est bien sûr disponible chez votre libraire. Il est également disponible au format numérique. Allez, on passe au cinéma maintenant. Le film Art et essai de cette semaine, Demain. Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui traversent nos pays. Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 4 personnes enquêter dans 10 pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain. On regarde tout de suite la bande-annonce. Notre sélection de la sortie cinéma nationale du 3 février, c'est le film Chocolat, réalisé par Roche Dizem avec Omar Sy et James Thierry. Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, c'est l'histoire de l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Foodit va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle Époque, avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Ce film, qui s'inspire d'une histoire vraie, retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. Voici tout de suite la bande-annonce. Un film drôle et émouvant que je vous conseille. On passe maintenant au spectacle vivant.
Cette semaine, je vais donc vous parler d'un concert qui s'est déroulé à l'espace Georges Sadaul à Saint-Dié-des-Vosges le samedi 30 janvier. Tribute to Radiohead, c'était le nom de ce concert. Jusqu'ici, tout paraît normal, un groupe qui reprend les tubes de Radiohead, d'accord. Mais la particularité, c'est que le groupe de rock était accompagné par l'Orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges. À moins que ça soit l'inverse d'ailleurs. À première vue, on se dit que guitare électrique et violon, ce n'est pas fait pour s'entendre, mais au contraire, la rencontre rock, musique classique est très intéressante. Regardez plutôt. Reynaldo Greco est venu donc présenter ce projet à Véronique Vallée, qui me l'a transmis, et puis nous avons donc ensuite échangé sur cette idée de faire un projet autour de la musique de Radiohead. Et cette opportunité, nous l'avons saisie, puisque c'était un moyen intéressant pour nous d'aller aborder un nouveau genre et d'avoir une nouvelle situation, une nouvelle expérience de scène. Alors Radiohead, leur premier concert était en 1986, donc ça fait 30 ans, c'est une manière de leur rendre hommage. Puis c'est une musique qui est intéressante et qui se prête plutôt bien au jeu avec ce mélange cobo-rock et orchestre symphonique, puisqu'il y a des moments très intimes. Et voilà. Alors c'était un projet qui était intéressant puisque il y avait un véritable travail autour de la sonorisation de l'orchestre. Vous le verrez sur scène, il y a des tas de micros un peu partout et les instrumentistes principaux ont même un micro qui est attaché directement sur leur instrument. Ce qui était tout à fait une découverte pour eux puisqu'ils n'avaient jamais été dans des situations de jeu avec amplification sur des instruments acoustiques. Le rapport au son est complètement différent, c'est pas du tout les mêmes formules de jeu, c'est pas les mêmes recherches, on fait pas le vibrato de la même manière, on n'utilise pas les archets de la même manière pour les instruments à cordes. Donc, et puis surtout, c'est des situations pas forcément quotidiennes, puisque les 3/4 du temps, les musiciens s'entendent très peu sur scène, puisqu'il y a ce combo rock donc, qui est amplifié et qui est très fort. Donc on est dans des situations vraiment très différentes. Ça nous permet d'amener à ce concert un nouveau public qui n'a peut-être jamais vu un orchestre symphonique et qui sait peut-être que ça va les intéresser et qui reviendront nous voir dans d'autres répertoires, d'autres prestations. Les rencontres de ce genre sont toujours intéressantes. On a un projet qui est prévu pour l'année prochaine, 2017, avec un artiste lorrain qui s'appelle Stéphane Escoms. Donc il va composer une musique pour trio de jazz et orchestre symphonique. Et notre but, c'est de faire un enregistrement aussi, ce qui sera une nouvelle expérience pour les musiciens d'orchestre. Et j'espère que cette rencontre entre les styles ne sera pas la dernière. Allez, c'est l'heure de la rubrique Fil rouge. Toutes les semaines, dans cette rubrique Fil rouge, nous vous présenterons l'avancement d'un spectacle de danse présenté par l'association APIST, Association pour l'intégration sociale des trisomiques 21 à Saint-Dié-des-Vosges. Composé de danseurs ordinaires, professionnels, et de danseurs extraordinaires atteints d'une trisomie 21. Comment s'organisent les répétitions, comment la danse permet aux jeunes handicapés de s'épanouir et de prendre du plaisir, c'est ce que vous allez découvrir chaque semaine. On a fait une première année où on a travaillé, on a dû travailler, une trentaine d'heures, qu'on a divisé comme ça toutes les 6-8 semaines ou à peu près une fois par trimestre. Et on a surtout expérimenté, l'espace, le contact, chercher une approche pour eux de où ils allaient se placer là-dedans. Et puis moi, de voir un petit peu où j'allais me placer là-dedans. Ensuite, la deuxième année, on a intensifié. Donc on a rapproché les sessions. J'ai travaillé avec plus d'exigence. Et donc vraiment cette troisième année où là, on est vraiment sur le temps de création. Donc depuis septembre, on ne fait que ça, travailler sur la création. Et on a intégré les danseuses amateurs, Florence, Anne, etc., à partir de septembre. Donc ils ne les avaient pas vues, ils ne se connaissaient pas. Donc voilà, la dernière année, ça a été vraiment le tissage de mélanger
de mélanger et puis de vraiment travailler sur la création. Ma manière de parler, mes exigences, je les place au même endroit, au même niveau. Je m'adresse à eux comme à des artistes, exactement comme je fais sur des projets où je travaille avec des jeunes qui sont des lycéens ou des collégiens. Après voilà, c'est étalé dans le temps. Il y en a, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Voilà, j'ai pas les mêmes. J'ai pas les mêmes. J'ai de nouvelles personnes, plus ouvertes, plus épanouies, plus. Après voilà, il faut aller les chercher, bien sûr que c'est pas facile, mais il y a des étincelles comme ça où d'un seul coup le corps est là, l'esprit est là, la connexion elle se fait, elle est dans un collectif. Après ça disparaît, mais il y a eu ce temps où ouais, tout est là. Voilà, la personne elle est là et ça existe, le temps que ça existe, ça disparaît mais c'était là et je l'ai vu. Donc oui, moi je trouve que ça. Après voilà, ils n'ont pas tous les mêmes sensibilités, tout ça, mais oui, je trouve que sur certains, c'est vraiment clairement chouette pour eux. Notons que le spectacle sera joué pour la première fois le 3 avril 2016 à la Halle au Blé à Raon-l'Étape. L'interview, c'est maintenant. Il est artiste, peintre, photographe, mais aussi créateur d'animation 3D, web designer, infographiste. Autant de disciplines différentes qui n'ont rien à voir à première vue, mais qui peuvent pourtant se compléter. Aujourd'hui, il est venu nous parler de son actuelle exposition « Fantômes et créatures, du chaos à l'être vivant ». Bonjour Julien Cuny. Bonjour Romain. Alors, cette exposition, elle représente très bien, je trouve, vos multiples facettes, puisqu'elle devait mêler photographie, peinture et images de synthèse. Oui, c'est-à-dire un peu tous vos talents. On devait mettre ça, oui, c'est voilà. Vrai. Et puis, par manque de temps, elle se compose uniquement que de peinture. Oui, puis ça a aussi été un peu un parti pris, pour une fois, de mettre que de la peinture. D'accord. Pour essayer, parce que c'est un peu la chose que j'ai envie de mettre en avant et j'aimerais bien me diriger plus vers ça, même au niveau professionnel. Mais à la base, est-ce que c'est pas ce que vous vouliez faire, un peu mélanger tous les arts et faire une sorte de mixte entre tous les arts sur cette exposition, à la base? Oui, au début, c'était un peu ça, ouais. Voyant la taille de la salle, et puis bon, finalement, c'est une des premières fois d'ailleurs où mes toiles sont très aérées, parce que la plupart du temps, dans les salons, on n'a pas beaucoup d'espace, on a tendance à tout rapprocher pour en mettre le plus possible. Et là, finalement, le fait d'avoir que des toiles, sur un grand espace, beaucoup de blanc autour, ça permet de les regarder vraiment séparément et de plonger plus facilement dans la toile. Oui, c'est vrai. Du coup, j'étais assez content, c'est bien tombé qu'il n'y ait que les toiles. Bon, tant mieux. Alors, le titre est intéressant, du coup. Alors, tout d'abord, la première partie du nom, Fantômes et créatures. Pourquoi représenter des êtres imaginaires? Est-ce que c'est laisser place à l'imagination du spectateur? Pourquoi? Oui, c'est pas mal de voir ça comme ça. C'est vrai qu'il y avait l'idée aussi que les toiles ont un fond blanc et que assez souvent je gratte sur ce fond et il y a des choses qui vont émerger par derrière. Donc il y a un peu un côté fantomatique qui se met en place, quoi. D'accord. Et même moi, dans ma démarche, je ne sais jamais à l'avance ce qui va arriver. C'est pour ça que c'est des êtres qui émergent un peu. D'où la deuxième partie du titre, du chaos à l'être. Le chaos à l'être vivant, oui. Voilà, c'est que je ne sais jamais comment les choses vont émerger, comment va naître le personnage. Et il y a un petit peu une surprise, une découverte. Peut-être qu'il est déjà dans la toile. D'où vient-il? Donc il y a un petit peu ce côté fantôme qui est rigolo de mettre en mots comme ça, quoi. D'accord. Et justement, pourquoi cette transformation et ce passage du chaos à l'être vivant? Est-ce que les créatures deviennent du coup un peu réelles, du chaos à l'être vivant? Oui, c'est ça. J'essaye de faire un peu un lien avec la création de l'univers, que les planètes se sont créées avec... et puis même les êtres, ça a été un amas d'atomes, de petites briques élémentaires. Et moi, quand je travaille, c'est un peu la même chose. Je pars de ma toile qui est toute blanche. Je vais mettre en place ma petite cuisine de briques élémentaires, alors des surfaces, couleurs, de manière très chaotique, enfin très spontanée plutôt. Et puis au bout d'un moment, les choses vont se complexifier, comme ça s'est passé un peu dans l'univers, quoi. Il y a des choses qui s'assemblent, qui se repoussent, qui se superposent, des choses qui fonctionnent, d'autres moins. Et puis alors je vais enlever une partie, je vais en rajouter une autre.
Et les choses se créent petit à petit par succession, superposition de couches. Et puis au bout d'un moment, moi j'arrive à lire là-dedans, je vois des personnages, un peu comme quand on regarde un nuage, chacun y voit ce qu'il veut. Et l'idée, c'est un petit peu, à partir de cette phase-là, où moi je vois des choses, c'est de les montrer aussi aux spectateurs, de dire, bah voilà, moi j'y vois ça là-dedans. Et donc après, j'ai une phase de crayon qui est plus au pinceau, c'est un crayon d'huile solide. D'accord. Et je vais dessiner, suggérer un peu plus le personnage que je vois issu de ce fond, quoi. D'accord. Pour le livrer au spectateur, pour dire, bah voilà, moi j'y vois ça. Et puis ça m'aide à construire aussi un récit, une histoire. Oui. Voilà, quoi. Alors, du coup, d'une manière générale, est-ce que vous vous classeriez plutôt du côté abstrait ou plutôt du côté, on va dire, subjectif et laisser libre cours, hein, du coup, à l'imagination du spectateur, quoi, du coup. Oui, c'est vrai qu'on essaye un peu de rattacher les choses à un courant. Je crois que ce que je fais, ça pourrait s'approcher de la figuration libre. Je ne sais plus c'est quel artiste qu'on avait un peu défini comme ça. Il y a Combas qui fait des trucs comme ça. C'est quand même de la figuration parce qu'on arrive à lire des persos, quoi, hein. Ça peut représenter quelque chose, mais c'est libre, quoi. Un peu des deux. Il y a un bras qui part sur le côté, il a un bec d'oiseau. Donc ça figure quand même, c'est pas que abstrait, mais c'est libre. Voilà. Donc, je reviens un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, enfin ce que tu disais tout à l'heure, on va se tutoyer. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu réfléchis longtemps à une œuvre avant de la peindre, ou alors ça vient selon ton humeur et selon l'envie de ce que tu as, voilà, selon l'envie, quoi. Alors j'essaie de ne pas y réfléchir du tout. Je crois que, je sais plus, pour citer Matisse, je crois qu'il dit, dès qu'on réfléchit, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien de bon qui sort. Et moi, ce qui me plaît et qui m'amuse, c'est de partir de rien, de ne pas savoir ce que ça va donner. Et puis, c'est pas que ça passe ou ça casse, parce qu'on peut toujours effacer, revenir, recouvrir. Mais je laisse évoluer un petit peu les choses. Et du coup, comme tu dis, il y a l'humeur qui va se mélanger là-dedans, l'actualité, le temps, la lumière, comment elle... des fois, je vais peindre dans ma cave, ça ne donne pas la même chose que si je peins sous un Velux. Donc c'est assez vivant et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de laisser l'extérieur venir aussi se mélanger dans tout ça, parce que vu qu'il y a au départ c'est une peinture de geste quand même, hein, je vais quand même faire c'est des grands formats. J'aime aussi que le corps intervienne, tu vois, avoir de la résistance avec la toile, que ça devienne un peu physique, tu vois. C'est pas, je peins pas avec des petits pinceaux hyper minutieux, tu vois, ça reste du geste, et du coup dans le geste, bon, c'est un vaste débat, mais il peut se passer, il y a beaucoup de choses qui influencent notre geste. Bah oui. Alors du coup maintenant on va parler un peu de ces nouvelles formes d'art, entre guillemets, si on peut dire. Est-ce qu'on peut faire de l'art avec de la 3D et des images de synthèse du coup? Écoute, oui, ça c'est... moi j'ai une pratique dans la 3D professionnelle, hein, je fais des salles de bain, des trucs... qui sont assez rigoureux, il n'y a pas trop de liberté. Mais c'est vrai qu'on peut appréhender aussi l'outil 3D d'une manière plus libre, plus créative, plus spontanée, ne serait-ce que dans la modélisation. On peut s'amuser à essayer d'avoir des choses plus organiques, on sort du cube. Et puis, justement, les choses, on peut se les faire s'assembler, se soustraire entre elles. Et oui, vraiment, moi je trouve que c'est un super outil de création. Et justement, il y a tellement de choses à faire en 3D. Ça commence à arriver quand même, quand on cherche un peu, il y a des choses vachement créatives qui arrivent, mais on sort du jeu vidéo ou du rendu architectural. On peut vraiment créer avec la 3D et faire même des choses abstraites, je pense. Vraiment, ça arrive beaucoup, quoi. Ok, merci Julien de nous avoir accordé du coup un peu de temps. De rien. Et puis je rappelle que votre exposition Fantômes et créatures du chaos à l'être vivant est visible jusqu'au 6 février, donc du mardi au samedi de 15h à 19h à l'Espace des Arts Plastiques, c'est pas Grappe, à Saint-Dié-des-Vosges. C'est la fin de ce Thémaculture numéro 1. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que l'ensemble des émissions
sur notre site internet, dont l'adresse s'affiche juste en dessous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à donner votre avis sur cette première émission de Théma Culture. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, notre invité sera Michel Urban, de l'association RSA de Saint-Dié-des-Vosges, qui nous parlera d'un film diffusé au cinéma Excelsior, mais aussi de l'association. En attendant, n'oubliez pas, culturez-vous. Salut!